bonjour. IPGR Chronique Info. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Richard Fanikian pour vous présenter le magazine IPGR Chronique Info. IPGR Chronique Info, c'est le nouveau magazine de Radio Dialogue consacré à la prévention des risques. L'IPGR, l'Institut de prévention et de gestion des risques basé à Marseille, fête cette année ses 20 ans. Cette émission que vous retrouverez désormais chaque mois a pour mission de mettre au service du grand public des informations que détiennent généralement nos experts et nos scientifiques, les experts de ce que nous appelons les syndiniques. Les syndiniques, comprenez les sciences du danger. C'est Haroun Tazieff, l'un des fondateurs de la vulcanologie moderne, qui fut de 84 à 86 secrétaire d'État chargé de la prévention des risques, qui commença à donner le ton et à alerter l'opinion publique sur l'importance de diffuser l'information et les bonnes pratiques en matière de prévention des risques. Comment prévenir les risques auxquels le public, vous, moi, nous tous pouvons être un jour ou l'autre confrontés? C'est la question que nous nous poserons dans cette émission. Voilà, et ce sera également l'objet de chacun des différents thèmes abordés dans cette émission. Mais attention, des experts qui parleront au micro avec les mots de tous les jours, de problèmes que nous risquons encore une fois de rencontrer, nous, au quotidien. Une émission consacrée aujourd'hui à l'approche de l'été aux incendies et plus particulièrement à la façon de s'en protéger le mieux possible. Notre région, malheureusement, vous le savez, n'est pas épargnée par le risque d'incendie et de feux de forêt. Pour se protéger les siens et sa maison, il faut d'abord procéder au débroussaillage. Le débroussaillage, thème de cette émission. Et pour en parler, nous avons invité le chef du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, le colonel Luc Jorda. Colonel Luc Jorda, bonjour. Bonjour. Colonel Luc Jorda, avant de parler des actions de prévention des incendies dans les Bouches-du-Rhône, quelques mots tout d'abord sur le SDIS, le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, dont vous êtes le patron, le responsable. D'après le Code général des collectivités territoriales, vous êtes d'abord chargé de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. C'est votre mission première. Absolument. C'est notre nos missions premières. Je dirais c'est nos missions fondamentales que la loi nous a confiées au sein de l'organisation du corps départemental des sapeurs-pompiers et d'une manière générale des services d'incendie. Alors j'ai été étonné de voir que les feux ne représentaient en fait dans les chiffres que 9% des interventions, alors que les secours à la personne représentent 63% des interventions. Oui, mais ça, c'est plus ou moins variable, mais oui. C'est tout à fait des tendances. C'est logique, ce qui ne veut pas dire que les luttes contre les incendies, aussi bien les incendies de forêt ou de massifs, ou que les incendies proprement parlés urbains ou d'autres types d'incendies d'entrepôts ne sont pas quelque chose d'important. Ils sont importants en termes de moyens et en termes de durée. Mais c'est vrai que statistiquement, en termes d'intervention, le secours à personne est l'activité principale, mais vous savez qu'en France, la particularité que nous avons, on n'est pas le seul pays à avoir cette spécialité. Nous assurons, de par des raisons historiques, et notamment dues au volontariat, car avant qu'il y ait des professionnels dans les sapeurs-pompiers, ça a d'abord été des sapeurs-pompiers volontaires depuis la Révolution, il y avait même des volontaires avant la Révolution française, et bien en France, les corps de sapeurs-pompiers, communaux d'abord, et aujourd'hui à travers les corps départementaux qui ont hérité des corps communaux, nous assurons le secours à personne depuis le début. Et on peut même dire, je suis très fier de le rappeler, parce que je suis d'origine rurale, que les sapeurs-pompiers volontaires de villages et de petites communes ont, dans les années 70, commencé à faire du secours à personne, alors que dans les grandes villes royales et impériales, ça ne se faisait pas encore. Alors, les effectifs du SDIS 13 sont imposants, 1154 sapeurs-pompiers professionnels, 4424 sapeurs-pompiers volontaires, 379 personnes au service de l'administratif et des services techniques. Effectivement, colonel Jorda, le SDIS 13, c'est une lourde machine à gérer. Oui, c'est une lourde machine, et comme toutes les institutions lourdes, ça ne va pas évidemment sans quelques parfois difficultés, parce qu'il faut à la fois que nous avons une machine
lourde, mais en même temps, il faut être réactif. Il faut, comme vous vous en doutez, gérer l'urgence, même si tout cela est planifié. Mais je dirais que, bon, justement, nous sortons d'études et de comparaisons au niveau de la Cour des comptes. Et je dirais aussi que nous avons régulièrement, au niveau du ministère de l'Intérieur, des indicateurs nationaux. Nous avons effectivement une très bonne, pour le SDIS, qui s'occupe bien sûr de tout le département, sauf Marseille, mais je crois que nous en parlerons après. Nous avons à peu près 1 200 000 habitants et nous nous situons dans la couverture des effectifs de garde dans la moyenne plutôt haute des départements comparables comme la Gironde ou les départements de la région parisienne, et également pour les effectifs de garde journaliers. Mais en même temps, nous sommes tout à fait dans des ratios, je dirais, cohérents et équilibrés, mais c'est vrai, c'est des effectifs importants. Mais dans ces effectifs, je vous dirais que, et nous y travaillons malgré certains qui ne voudraient pas du volontariat. Et je dirais un mot sur le volontariat, mais il y a un lien avec la prévention, il y a un lien avec l'histoire des SDIS. Comme je l'ai dit, les volontaires ont été les premiers à assurer, sous l'autorité des maires, la lutte contre les sinistres et à s'organiser. Ils ont hérité d'ailleurs aussi des missions de la garde nationale lorsqu'elles ont été supprimées. Mais aujourd'hui, les volontaires sont le pilier de la lutte contre les feux de forêt, par exemple. Lorsque aussi nous avons des accidents technologiques qui nécessitent de mobiliser très rapidement, en quelques heures, et puis souvent aussi sur plusieurs jours, de mobiliser des moyens, comme ça a été le cas en 2003 lors des inondations d'Arles. Et des professionnels sont d'ailleurs aussi volontaires, ils ont le droit de l'être, et les volontaires sont une force, même dans notre département, qui est un département très urbanisé, qui est un département avec des zones d'activité, avec des routes, des autoroutes, des zones industrielles. Donc nous avons également un volontariat vivant, nous n'avons pratiquement pas de problème de recrutement, sauf dans quelques zones excentrées. Et ce volontariat a été aujourd'hui confirmé par les décisions de notre conseil d'administration et de nos élus qui contrôlent le SDIS. Et si nous avons fait monter les effectifs de professionnels, et on les a, je dirais, pratiquement multipliés par 3 à la suite de la départementalisation, il y a plus de 1140 professionnels, il est évident aussi que les volontaires constituent dans le dispositif du SDIS quelque chose d'important. Et la nouvelle loi sur le volontariat conforte que le volontariat, c'est bien une mission de citoyens qui s'organisent dans le cadre d'un établissement public pour apporter leur concours à la force publique et aux autorités dans la lutte contre l'incendie. Et ce n'est pas du tout un travail salarié, c'est donc bien une mission de service public, certes, mais une mission en tant que citoyen engagé dans la sécurité civile. Ça permet de faire le lien d'ailleurs, nous en parlerons tout à l'heure, avec l'IPGR, parce que l'IPGR aussi, et nous en parlerons à travers les 20 ans, l'IPGR développe aussi dans la population cette culture du risque. Alors c'est dans toute la population, mais c'est bien aussi qu'un certain nombre de citoyens s'engagent après dans une véritable mission, je ne dirais pas ici à Radio Dialogue un apostolat, mais dans une mission qui est autre chose que de la technique. Et ça, c'est une chose que je tiens à souligner, et que le nouveau projet de loi qui est en train de passer actuellement au Parlement sur le statut des volontaires conforte bien dans notre paysage institutionnel la place du volontariat, même si bien sûr nous travaillons avec nos autorités aux équilibres entre professionnels et volontaires. Alors encore des chiffres impressionnants, des chiffres qui parleront à nos auditeurs. Le nombre d'interventions du corps départemental des Bouches-du-Rhône en 2010 s'élève à 116 327 dans tout le département, c'est impressionnant. Autre chiffre étonnant, en 2008, le centre de traitement d'appels, le CTA du SDIS 13, a reçu 48 000 appels par mois, soit près de 1600 appels par jour. Oui, c'est la réalité de l'alerte qui aujourd'hui est informatisée, où les moyens modernes des téléphones sont utilisés, dont le 18, mais aussi le 112. Et vous savez qu'il y a une interconnexion entre le centre d'alerte de Marseille, mais aussi avec le 17 de la police, oui, ou de la gendarmerie. Il y a une interconnexion entre les services. Ce sont de puissants systèmes informatiques qui, bien sûr, transmettent l'alerte dans les centres de secours, je dirais, à la vitesse de la lumière en quelque sorte, puisqu'on utilise
utilisons les réseaux radio et les réseaux spécialisés numériques, et c'est aussi une réalité. C'est vrai aussi que nous avons une augmentation des appels qui sont liés, on en parlera peut-être, au problème de société, mais que nous essayons de réguler, aussi bien d'ailleurs que nos amis du SAMU pour l'appel au 15. Nous sommes aussi d'ailleurs, première chose à dire, interconnectés avec le SAMU. Nous essayons aujourd'hui, tous ensemble, de réguler cette multitude d'appels de façon à faire un tri, aussi bien, je dirais, dans la lutte contre l'incendie, dans les secours à personne, que dans la médicalisation des secours. Mais c'est vrai, aujourd'hui, ce sont des systèmes vitaux pour nos sociétés. Alors, colonel Luc Jourdain, une question que l'on vous pose souvent. Quelle est la différence entre sapeur-pompier et marin-pompier ? Bon. Alors d'abord, vous savez, moi je vais d'abord dire plutôt ce qui nous rassemble, oui, parce que c'est mon tempérament, que ce qui nous divise. Que ce qui nous divise. Mais je ne vais pas pour autant nier qu'il y a quelques différences. Mais oui, d'abord, ce qui nous rassemble, ce qui est essentiel, c'est qu'on est d'abord des pompiers. Oui. Et qu'il s'agisse des marins-pompiers de Marseille ou des sapeurs-pompiers du département, nos missions sont les mêmes. Je dirais que nos valeurs sont les mêmes, nos référentiels sont également les mêmes, donc ce qui nous rassemble est beaucoup plus important que ce qui nous divise, qui est un problème statutaire, puisque les uns sont un statut militaire, oui, et nous sommes d'un statut de la fonction publique territoriale. Voilà. Et puis, il y a l'histoire, mais aujourd'hui, on ne parlera pas d'histoire. Ce serait trop long. Chaque année, les actions de prévention des incendies se sont renforcées, colonel Luc Jourdain, pour faire face aux périodes de sécheresse, dues notamment au changement climatique. Parmi elles, le débroussaillage obligatoire. À l'approche de l'été, il est plus que temps d'y penser. Comment alors effectuer, là on va rentrer un peu dans le concret, comment effectuer un débroussaillage? Est-ce que vous avez quelques petites indications là pour nos auditeurs qui vivent entourés de feuillage? Oui, vous avez raison et c'est l'occasion de le rappeler, et il n'est d'ailleurs encore pas tard pour le faire. Oui. Et aussi bien sur le site du SDIS 13 que d'ailleurs d'autres structures, mais aussi sur le site Bouches-du-Rhône, préfecture gouv.fr, donc c'est des sites faciles à trouver. On trouvera tous les éléments et tout le détail sur la réglementation et quelques conseils pratiques. Mais si t'en est besoin, nous avons aussi donc aussi bien la préfecture que le SDIS, que les centres de secours qui peuvent conseiller tous les citoyens qui auraient quelques questions, parce que c'est vrai que si sur le principe c'est pas difficile à comprendre, et il faut surtout dire qu'il faut débroussailler autour surtout des habitations, on va surtout parler des habitations, mais les règles de débroussaillement aussi, vous savez, sont aussi valables pour des installations, pour le long de certaines routes, le long également des voies ferrées. C'est aussi obligatoire pour des bâtiments, des établissements recevant du public, mais pour le citoyen qui nous écoute, c'est surtout le débroussaillement autour de sa propriété, de sa maison, lorsqu'il est dans une zone où il y a obligation de débroussailler. Alors évidemment, en ville, dans une zone de densité urbaine, la question ne se pose pas. On n'est pas vraiment concerné, mais alors, à la campagne notamment, ça s'effectue sur quelle profondeur, par exemple? Alors la règle générale, sauf s'il y a des arrêtés préfectoraux, des arrêtés communaux qui ont aggravé ces dispositions pour des raisons justement d'analyse de risque, la règle générale, c'est qu'il faut débroussailler dans les 50 mètres de son habitation. Alors évidemment, les complications, on en parlera, elles existent, mais elles se règlent. Il y a une réflexion qui est menée aujourd'hui, c'est quand évidemment vos 50 mètres vont sur le terrain du voisin. Donc ça complique un peu. Mais d'une manière générale, simplifions en disant que d'abord, débroussaillons dans votre terrain, au moins dans les 50 mètres. Si vous avez plus de 50 mètres, vous débroussaillez au-delà de 50 mètres. Et ça veut dire donc qu'il faut couper la broussaille. Ça veut dire qu'il faut aussi élaguer les arbres qui doivent être à moins de 3 mètres de vos façades. Il faut couper les arbres à moins de 3 mètres des façades pour éviter les frondaisons et éviter effectivement le flux thermique en cas d'incendie nous mette le feu à vos maisons. Il faut aussi élaguer pour éviter les propagations, je dirais, verticales de l'incendie jusqu'à au moins 2 mètres les arbres qui sont maintenus. Ce sont des conseils très simples, de bon sens, mais que tous les spécialistes, je dirais aussi bien les pompiers que les agents de l'ONF, les comités communaux de forêt, qui travaillent sous l'autorité des maires, pourront dire aux citoyens qui le souhaitent. Voilà les quelques règles générales. Après, les complications, ça c'est une autre chose, quand il y a du chevauchement, je dirais, d'obligation légale de débroussaillage avec les voisins. Bon, ça c'est aussi des problèmes qu'il faut étudier de manière concrète. Alors, est-ce que tous les végétaux sont automatiquement éliminés ou il y en a certains qu'on peut conserver? Alors, il faut les éliminer, donc soit en les enlevant, soit effectivement en les brûlant, quand c'est autorisé effectivement de mettre le feu, donc on n'a plus beaucoup de temps. Je vous rappellerai
que les jours de grand vent ou les jours de grand risque, il est interdit aussi à moins de 200 mètres des massifs, ça dépend où on est, de faire du feu. Je signale aujourd'hui que nous avons eu encore depuis une quinzaine de jours un certain nombre de départs de feu qui sont dus à des gens qui ont jugé utile d'écobuer, comme on dit, et qui ont mal éteint leur incendie, qui ont mal éteint leur feu d'écobuage, qui ont mal éteint le feu des rémanents qu'ils avaient fait, et ça peut ensuite se propager, et tout cela bien sûr sera verbalisé, mais il faut surtout faire dire aux gens, bon, ne brûlez pas non plus, n'importe quand, en tout cas en été c'est interdit, à partir d'une certaine période, ça sera interdit. On a encore le temps, s'il n'y a pas de grand vent, de pouvoir brûler les rémanents, mais je conseille dans certains cas de le faire toujours avec un tuyau d'arrosage à côté pour éviter que ça ne déborde. Mais c'est vrai que le débroussaillage, il faut surtout le faire en hiver, il faut le faire aussi au printemps, encore une fois, mais on a encore un peu le temps pour le faire. Alors, il est obligatoire ce débroussaillage, hein, et est-ce qu'on est susceptible d'être contrôlé par exemple? Oui, alors c'est vrai que sous l'autorité de la préfecture, comme tout ne peut pas être contrôlé, chaque année sont déterminées des zones cibles sur lesquelles systématiquement passent les services dans un partenariat, je fais simple, les mairies, les services forestiers, les services du SDIS, avec également les autorités de police et de gendarmerie, pour mettre en demeure les gens, les sensibiliser, etc. Et après, il y a le passage sur ces zones cibles, il y a alors la verbalisation qui peut se faire avec des amendes, et il y a aussi une procédure mais beaucoup plus compliquée qui peut être effectivement, après plusieurs avertissements, de pouvoir faire d'office les travaux à la charge de l'administré, comme on dit, qui ne les aurait pas effectués. Mais l'objectif des pouvoirs publics et des maires qui sont très impliqués dans ces actions de débroussaillement, c'est d'obtenir, et on arrive à avoir de très bons résultats, c'est d'obtenir des habitants qu'ils débroussaillent et qu'ils le fassent. Mais et donc c'est ce qui se passe après les campagnes, je dirais, de sensibilisation qui poussent les gens à le faire sous la menace ensuite d'un débroussaillement d'office. Les résultats sont très bons. Mais c'est vrai que comme ce n'est pas partout que c'est fait en même temps, ces campagnes, on peut quand même considérer que le débroussaillement est encore insuffisant, puisque nous avons certainement plus de 50% encore de ce qui devait être débroussaillé qui ne l'est pas fait, ou qui l'est mal fait. Et on peut s'en rendre compte lorsque on se promène dans les zones périurbaines. On s'aperçoit que souvent il y a encore des insuffisances dans ces résultats, mais on a encore donc à améliorer le résultat tous ensemble. Ouais, puis en plus, il faut préciser, c'est très compliqué parce que les règles changent suivant les régions. Alors oui, les règles peuvent changer suivant les régions puisqu'il n'y a pas le risque feu de forêt partout, donc il faut s'en tenir aux Bouches-du-Rhône d'une manière générale, aux règles de débroussaillement qui s'appliquent d'une manière générale dans le sud de Méditerranée, mais dans le sud Méditerranée c'est à peu près homogène, mais bon, dans d'autres départements ce n'est pas le cas si bien sûr les conditions ne sont pas les mêmes. Mais avec le changement climatique qui nous attend pour les 25 ans à venir, je pense que les départements un peu plus au nord de chez nous, dans la région Rhône-Alpes aussi, et puis dans la région peut-être Rhône-Alpes, eh bien, il va falloir aussi peut-être qu'ils regardent ça de près aussi. Je pense que le changement du climat, les feux vont aussi remonter vers le nord. Mais l'olivier aussi, la vigne aussi. Bon. Alors, colonel Jordan, nous sommes en liaison avec le président de l'IPGR, qui, je le rappelle, fête ses 20 ans cette année. Nous devrions avoir en ligne le président Philippe Berger. Philippe Berger, bonjour. Oui, bonjour. Alors, Philippe Berger, à la veille de cet anniversaire, et avant de dire quelques mots, de faire un peu le bilan de 20 ans passés à la présidence de l'Institut, vous étiez, Philippe Berger, en charge de la question du débroussaillage pour la ville de Marseille. Oui, permettez-moi d'abord de saluer le colonel Jordan. On a de longues années travaillé ensemble au sein de la ville de Marseille avec les sapeurs-pompiers, et nous continuons à le faire au sein de l'IPGR, et je suis ravi de l'entendre aujourd'hui. Également, président, et je vous salue avec respect. Merci. Oui, alors tout à fait, les mesures de prévention, je crois que tout ce qu'a dit le colonel en matière de prévention sont tout à fait importantes. Il y a un gros travail de sensibilisation qui a été fait, mais qui reste encore à faire pour beaucoup, le colonel l'a dit, et je crois que c'est tout à fait capital d'essayer de faire en sorte que nos concitoyens comprennent qu'il faut faire un certain nombre d'actions pour éviter le pire.
Et on a souvent tendance à dire, et c'est vrai, on aurait beau multiplier par 10 ou par 20 le nombre de pompiers, de camions, de véhicules, si la population n'adhère pas à ces problèmes de prévention des risques, et ben tout ça ne servira à rien. Alors Philippe Berger, à la veille de l'anniversaire des 20 ans de l'Institut de prévention et de gestion des risques, quel bilan faites-vous de ces 20 ans passés à la présidence de l'IPGR? D'abord un grand honneur, parce que vous savez, c'est jamais facile de présider et surtout de faire vivre. Il y a toute une équipe autour de ça, notamment avec M. Collin, toute une équipe qui gère cette association. C'est jamais facile de la faire vivre parce que il faut des moyens, il faut des bonnes volontés. Et moi, je suis très heureux que depuis 20 ans, les choses avancent bien. Nous avons, je crois, un bilan tout à fait satisfaisant. Et je dirais le principal sujet de travail de cette association, c'est justement d'essayer d'aider les communes, et notamment les petites et moyennes communes, et c'est pas du tout péjoratif dans mon propos, bien au contraire, les aider à participer et à organiser la sécurité dans leur commune. Et je crois que ça, c'est quelque chose de tout à fait important, parce que les choses sont pas toujours faciles. Les directives de l'État sont souvent compliquées à mettre en application, et nous, on essaye de les aider. C'est un des rôles les plus importants de l'IPGR, et j'en suis très fier. Alors, il y a bien entendu d'autres choses. La participation, justement, à beaucoup de réunions, de colloques, que ce soit dans la région, que ce soit en France, et même à l'étranger, la participation de l'IPGR, qui essaye notamment de donner tout le savoir qu'elle a, parce qu'il y a beaucoup de partenaires, beaucoup de gens très compétents qui sont autour de nous, et qui peuvent donner des conseils, qui peuvent aider. Et puis aussi une chose, parce qu'il faut toujours faire ces choses-là avec beaucoup d'humilité, aller aussi chercher les bonnes idées ailleurs, pour pouvoir les ramener ici dans notre département. Merci Philippe Berger. Alors nous sommes aussi en liaison, nous sommes arrivés à joindre le président du conseil scientifique et technique de l'IPGR, monsieur Claude Collin. Claude Collin, bonjour. Oui, bonjour monsieur Fanikian. Alors monsieur Claude Collin, quel est votre bilan après 20 ans passés à la direction? C'est vous qui êtes à l'initiative de l'IPGR. Quel bilan vous faites après 20 ans, Claude Collin? Alors très rapidement, permettez-moi quand même de saluer mon président, Philippe Berger, et Élie Gerda, qui est un ami également. Alors, quel bilan? Écoutez, le bilan, on va dire que, si j'osais, je dirais globalement positif, pardon. Mais au-delà de cela, je crois très objectivement que la mission qui nous avait été impartie a été assumée. À savoir qu'aujourd'hui, dans les collectivités territoriales, l'idée de la gestion des risques progresse, chemine, et qu'aujourd'hui, il est très peu de collectivités qui ne se préoccupent pas de cet aspect des choses. Donc ça, c'est le premier bilan. Oui. Est-ce que vous pensez, Claude Collin, que les Français sont aujourd'hui beaucoup plus familiarisés à la culture du risque qu'en 91, date de naissance de l'IPGR? Alors là, vous me posez une question qui est la question fondamentale. Eh bien, la réponse est pas des masses. Disons pas plus familiarisés qu'il ne faut. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous allons en parler bien sûr avec le président, mais nous sommes en train de monter une opération avec l'UNESCO et avec le ministère, bien évidemment, oui, afin de faire en sorte que nous puissions mieux faire pénétrer la culture de gestion des risques au sein de la population. Faire en sorte, jusqu'à présent, nous avons bien travaillé pour protéger la population. Maintenant, il faut aller plus loin. Maintenant, il faut faire en sorte que la population devienne un véritable acteur de sa propre sécurité. Il faut faire en sorte, si vous voulez, que la population, et en particulier à partir de l'apprentissage qu'on peut faire aux enfants, puisse prendre en compte sa propre responsabilité. Et ça nous paraît tout à fait possible. Tout simplement parce que ça existe ailleurs. Hein. Claude Collin, un souhait pour les années à venir? C'est une question qu'on va poser également tout de suite après à Philippe Berger. Quel serait votre souhait, Claude Collin, pour les 20 années qui sont devant nous en matière de prévention des risques? Eh bien, le souhait, c'est un peu ce que je viens de vous dire. Hein, c'est que, au même titre que la culture de la prévention routière a imprégné les jeunes, grâce à l'école, grâce aux formations, que d'une manière plus large, la prévention des risques imprègne véritablement, à partir des jeunes, toute la population.
Merci Claude Collin. Président Berger, un souhait de votre côté? Oui, un souhait. Je crois que M. Collin a bien résumé les choses. On a depuis, je l'ai dit, une quinzaine d'années, on s'est aperçu que l'ensemble des élus locaux étaient sensibilisés à ce problème de risque potentiel sur leur territoire, qu'il soit communal ou départemental. Maintenant, il faut accentuer cette prévention auprès des populations, auprès des enfants, M. Collin a dit, c'est très très important, mais aussi auprès des populations, parce qu'encore une fois, sans la population, on ne peut rien faire. Merci Philippe Berger, à très bientôt. Moi, merci. Merci également Claude Collin qui était avec nous en liaison avec son bureau parisien. On va poser également, bien sûr, de façon inévitable, la question au colonel Luc Jourdain. Alors, la culture du risque a-t-elle évolué dans ce pays depuis, vous qui suivez ça de très près, depuis 20 ans? Oui, je pense. Alors, c'est l'occasion d'ailleurs d'être très heureux d'avoir pu saluer dans le président Philippe Berger et Claude Collin, qui sont des personnalités. Et je pense qu'ils seront sensibles à mes propos, puisque bon, c'est l'IPGR qui est lié à la ville de Marseille. Ils ont fait un travail formidable. Et bon, je suis donc heureux d'être associé aujourd'hui à eux dans cette émission. Je dirais que pour l'IPGR, et Claude Collin et Philippe Berger ont été trop modestes. L'IPGR a aujourd'hui une véritable reconnaissance, je dirais, nationale et également internationale, mais ils en parleront. Mais au niveau, je dirais, national et notamment de notre région, l'IPGR est aujourd'hui un institut bien sûr à vocation publique qui est reconnu notamment par les communes. Et je dirais qu'aujourd'hui, l'IPGR avec Polytech Marseille, qui est l'université, et avec les communes, a fait un excellent travail et le SDIS, à travers son réseau de centres de secours, il y a aussi participé, c'est pour ça que je suis heureux de le dire, sur les plans communaux de sauvegarde. Leur méthodologie, les travaux qu'ils ont faits sont importants, ils doivent être poursuivis. Un certain nombre de communes ont fait ces plans communaux de sauvegarde, il faut qu'ils les fassent vivre, il faut qu'ils les améliorent, d'autres communes doivent encore les perfectionner, et nous associons et nous sommes heureux de pouvoir le faire avec l'IPGR. Nous souhaitons d'ailleurs le SDIS, ça fait partie aussi des liens qui nous unissent avec Marseille. Ils sont peut-être pas toujours, on n'en parle pas, mais nous souhaitons également, de la même manière que nous avons des règlements opérationnels et je dirais des mutualisations qui se développent avec le bataillon des marins-pompiers, nous avons aussi avec l'IPGR, nous souhaitons développer une convention pour, avec l'université, développer cette culture du plan communal de sauvegarde. Et je pense que Claude Collin est modeste, il a contribué avec l'IPGR et bien sûr beaucoup d'autres élus, parce que ce sont les élus qui sont les locomotives de cette affaire, à développer la culture du risque. Et puis je me dirais aussi que les événements se sont chargés, et les événements, ma foi, souvent dramatiques, parce qu'il a pu y avoir parfois des morts de pompiers notamment, se sont chargés également de mobiliser la population. Et il y a quand même des progrès qui ont été faits sur la prise en compte notamment pour cette question du débroussaillement par rapport il y a quand même 20 ans. On a quand même fait des progrès. Les élus sont arrivés à des résultats sans qu'ils soient forcément obligés que ce soit la répression qui ait été, je dirais, principale. C'est surtout la persuasion. L'IPGR y a contribué. Et je dirais que je partage entièrement ce qu'ont dit donc nos deux amis. C'est que la culture du risque, elle est en train quand même de se développer, et on va contribuer encore à la développer encore plus. J'étais tout à l'heure à Tarascon, où on a un plan communal de sauvegarde avec une équipe extrêmement dynamique autour de la municipalité, et où cette culture du risque, elle doit être aussi celle des citoyens. Et c'est vrai que nous, les institutions, on doit maintenant apprendre en amont, de manière préventive, y compris pour faire expliquer comment on organise la lutte contre les feux de forêt, qui est très difficile. On doit le faire, et on doit aujourd'hui de plus en plus impliquer les municipalités qui le sont déjà, et aussi les associations, et les gens qui sont sensibles à ces problèmes. Merci colonel Jourdain d'avoir participé à cette émission. On va remercier également le directeur de la communication du SDIS 13, Stéphane Marie, qui nous a aidé à préparer cette émission. Pour retrouver toutes les informations concernant le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, rendez-vous sur le site www.sdis13.fr
Et pour retrouver toutes les informations concernant l'Institut de prévention et de gestion des risques, rendez-vous sur le site www.ipgr.fr. Voilà, nous nous retrouverons le mois prochain pour un nouveau numéro de IPGR Chronique Info. En attendant, je vous dis à très vite sur Radio Dialogue.